Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les familles génératrices. Alors, euh, dans les précédentes vidéos, on a travaillé sur des espaces vectoriels, mais on a très très peu travaillé sur les éléments qui vont composer ces espaces vectoriels. Et donc on va regarder maintenant comment décrire tout un espace vectoriel à partir d'un petit nombre d'éléments de celui-ci. Donc on va essayer de générer, de créer tout l'espace à partir d'un petit nombre de vecteurs. Donc ces vecteurs, ils vont représenter une direction. Et la question qu'on va se poser, est-ce qu'on aura assez de directions pour pouvoir prendre tous les vecteurs de l'espace, pour pouvoir les créer en fonction de notre famille? Donc c'est la question qu'on va se poser. Et donc avant toute chose, on va avoir une petite intuition de tout ça. Donc on va toujours travailler sur notre plan, le plan R2. Donc je vais le dessiner ici. Hop. On a toujours le plan R2. Et donc, je vais créer trois vecteurs. Je vais créer trois vecteurs. Donc, le vecteur rouge ici, le vecteur violet et le vecteur bleu. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que si je prends un point au hasard, le point vert ici, j'ai dit vert, je prends le point vert ici, est-ce que je peux trouver une combinaison de... Est-ce que à partir de ces trois vecteurs et de leurs multiples, je peux atteindre le point vert? C'est la question qu'on va se poser. Bien, la réponse, c'est oui. Ça, c'est R2, hein. Donc, la réponse, c'est oui. Donc, on peut prendre le vecteur rouge. Bon, ça va être compliqué. On va prendre un autre triplet de vecteurs. Je ne vais pas me fouler, hein. Je vais prendre le vecteur ici, rouge, le vecteur bleu et le vecteur violet, celui-ci. OK. Donc, est-ce qu'on peut trouver une combinaison linéaire du vecteur bleu et rouge qui permet d'atteindre le point vert? Eh bien, la réponse, c'est oui. Le point vert, je vais le mettre ici. Ce sera plus simple pour moi. Donc, on a une fois, si je vais là, là et là, donc j'ai 4 vecteurs rouges, 4 fois le vecteur rouge. Et ici, là, 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 j'ai 3 fois le vecteur bleu. Et donc, on arrive ici. Et donc, on atteint bien le point vert. On a bien un vecteur qui me donnera le point vert. Et donc, ce point vert-là, je peux le prendre n'importe où dans le plan. Je pourrais toujours trouver une combinaison linéaire de mon vecteur bleu et de mon vecteur vert, même avec, et en plus de mon vecteur violet en plus, hein, la décomposition n'est pas unique. Donc ce point-là, il peut se décomposer comme vecteur violet tout seul, et je peux le décomposer comme moins 1 vecteur rouge, moins 1 vecteur bleu. Voilà, pour atteindre le point vert, j'ai deux possibilités. Donc, c'est ce qu'on va se poser comme question. Et donc voilà, tout simplement. On dira que le vecteur bleu et le vecteur bleu vert, ils sont générateurs de R2, ils génèrent R2. Si tous les points de R2 peuvent être écrits comme une combinaison linéaire du vecteur bleu et du vecteur vert, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une façon de comprendre un peu les familles génératrices. Donc, voilà. Donc, on va donner une définition de ce qu'est un espace engendré. On comprend E, un cas espace vectoriel, et A, il va être pas vide, il va être non vide. Et c'est une partie de E. On appelle vecte de A le plus petit sous-espace vectoriel de E au sens de l'inclusion contenant A. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que c'est un vecte de A, c'est déjà par définition, c'est un sous-espace vectoriel de E. Une chose. Et la particularité de cet espace vectoriel, c'est que de 1, il contient A, c'est une chose, et de 2, c'est le plus petit. Donc si j'ai un autre espace vectoriel qui contient A, alors en fait, vecte de A, il va être inclus dans mon autre espace vectoriel. C'est ce que je dis en bas. Donc si j'ai B, un SEV qui contient A, alors vecte de A, il est
plus petit que B. Il est inclus dans B, forcément, par définition. Et donc ça, oui, on peut définir des choses. Oui, on peut définir, oui, j'appelle ça, mais est-ce que ça existe dans tous les cas? Donc, je peux créer une situation où ça existe, hein, il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est généralement le vecteur de A? Est-ce qu'on a toujours un espace vectoriel qui contient A? Ça, c'est une chose. Et est-ce qu'on en a toujours un plus petit? Ça, c'est une deuxième chose. Donc, on va se poser cette question. Évidemment, la réponse est oui. Sinon, on n'aurait pas défini ça. Donc, proposition. On note vecteur de A le plus nanana, c'est le sous-espace vectoriel existe. Donc, ça, c'est la même diapo qu'avant, hein, globalement. Donc, on va prouver ça. Bah, en fait, ce vecteur de A, en fait, c'est aussi l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A. Voilà, c'est tout. Donc, on considère B l'intersection des AI, où AI, ce sont tous les sous-espaces vectoriels contenant A. Ok, I, c'est un indice quelconque, hein. Grand I, c'est un ensemble quelconque, non dénombrable, dénombrable, qu'importe. Voilà. Donc, c'est bien le plus petit, parce que si on a un sous-espace vectoriel qui contient A, alors il est dans AI, donc il y a un moment, il sera ici. Donc A égale C. Et donc C, en fait, il est inclus dans B. Il est inclus là, parce qu'en fait, C, donc il existe un I dans grand I tel que A égale à C. Et donc, en fait, vu qu'il est dans l'intersection, forcément, on l'a amputé encore d'éléments. Donc, il est inclus dans cette grande intersection-là. Donc, voilà. Donc, c'est le plus petit. Et c'est bien un sous-espace vectoriel. C'est ce que j'aurais dû dire en premier, d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est bien un sous-espace vectoriel parce qu'on avait vu dans la vidéo sur les espaces vectoriels qu'une intersection de sous-espaces vectoriels, c'est un sous-espace vectoriel. C'est dans la vidéo sous-espace vectoriel, d'ailleurs. Je sais plus. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, c'est bien un sous-espace vectoriel qui contient A et qui est, j'ai pas vérifié qu'il contient A, mais oui, en fait, tous les AI contiennent A, donc B contient A aussi. Et d'ailleurs, c'est le plus petit parce qu'on vient de le montrer. On a pris un autre sous-espace vectoriel qui contenait A. C'est une partie de enfin, il y a un élément AI qui est égal à C, et ce C est forcément inclus dans B. Donc, il existe. Donc, ça, c'est une chose. Mais cette définition, elle est très utile, mais c'est pas ce qu'on avait intuité. Rappelez-vous, on avait parlé de combinaison linéaire. Donc, on va y venir. Et donc, vecteur de A, en fait, c'est aussi égal à toutes les combinaisons linéaires des éléments de A. Donc, les deux définitions sont totalement équivalentes. On aurait pu commencer par l'une ou par l'autre, qu'importe. Donc, c'est parti, hein. On va montrer que vecteur de A, c'est égal à... Quand je veux dire vecteur de A, ça va être le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A. Voilà, donc vecteur de A, c'est toutes les combinaisons linéaires des éléments de A. Donc, c'est parti. Il y a égalité entre le petit nanana et les combinaisons linéaires de A. Donc, on va appeler C l'ensemble des combinaisons linéaires de A et on va montrer que c'est égal à vecteur de A. OK? Donc, pour montrer une inclusion, donc on va d'abord montrer que C, c'est un sous-espace vectoriel. On va montrer que C contient A. Et donc, à partir de là, on aura forcément que vecteur de A est inclus dans C. Parce qu'on avait dit que vecteur de A, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient A. Donc, à partir de notre proposition d'avant, notre définition d'avant, on pourra dire que vecteur de A est inclus dans C. Et ensuite, on montrera que C est inclus dans vecteur de A. Donc, on note E, un cas espace vectoriel, nanana, A, une partie de E non vide. On note XI, une famille de tous les vecteurs de A. Donc, XI, c'est tous les vecteurs de A. Où I, c'est un ensemble d'indices quelconques, qui peut être infini. Et J, c'est une famille finie. Ça, c'est important. C'est une famille finie inclue dans I. Donc, parce que pour parler de combinaison linéaire, rappelez-vous, il faut il faut que ce soit une somme finie. Parce que sinon, c'est plus une combinaison linéaire. Enfin, c'est autre chose. Et donc, on sort vraiment de l'algèbre linéaire que je connais. Enfin, bref. Donc, on va montrer que C, d'abord, c'est un sous-espace vectoriel de E qui contient A. Donc, on va utiliser notre caractérisation d'avant. On va montrer que le vecteur nul est dedans. Donc, le vecteur nul appartient à C. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, il se décompose de la façon suivante. C'est 0.xi. Et J, c'est une somme finie, qu'importe. Et donc, on a ces décompositions-là. Donc, ça veut dire que 0 est une combinaison linéaire des xi. Donc, il est dans C. Ça, c'est une chose.
Autre chose, on va montrer que tous les éléments de A, ils sont dans C. Donc c'est assez simple aussi. Vu que j'ai noté ma famille xi, tous les vecteurs de A, donc xi, pour tout i dans i, xi s'écrit comme xi plus la combinaison linéaire nulle, mais j dans j est différent de i, 0.xi. Donc xi forcément est une combinaison linéaire des éléments de A. C'était logique, mais il fallait l'écrire quand même. Donc A est inclus dans C. Voilà, c'est une chose. Donc on n'a pas montré que c'est. Donc c'est une. Là pour l'instant, on a montré que A est inclus dans C et qu'il admet et que C admet un vecteur nul, le vecteur nul de E. Donc on va montrer qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc on prend lambda un scalaire et xy des éléments de C. Donc ça veut dire que vu qu'ils sont éléments de C, ils s'écrivent comme une combinaison linéaire de quelque chose. Donc lambda, donc lambda x plus y qui s'écrit lambda fois cette somme-là, cette combinaison linéaire-là. Donc xj plus muj, ok, pour j dans j. Et y qui va s'écrire comme ça. Donc j' dans j', notre famille. Gamma j', xj', où j sont des sous-ensembles finis de i. Et xj, c'est une famille d'éléments de A. Pareil pour xj', hein. C'est une famille d'éléments de A. Donc ça, c'est des familles de scalaires. Ok, quitte à rajouter des éléments nuls dans une des deux sommes, dans une des deux indexations de somme, dans une des deux sous-familles, on pourrait mettre la combinaison linéaire sous la même somme. Et à partir de là, on aura montré que ça, il s'écrit comme une combinaison linéaire. En fait, c'est très logique parce que, bon, là, je l'ai écrit bizarrement, mais c'est très, très logique. Une combinaison linéaire additionnée à une autre combinaison linéaire, ça reste une combinaison linéaire. Ça fait juste une plus grosse combinaison linéaire, mais c'est tout. Donc voilà. Donc après, j'aurais dû peut-être mettre ça sous la même famille, mais en fait ça, c'est des éléments presque tous nuls. C'est ça une combinaison linéaire, c'est des éléments presque tous nuls. Ouais, c'est très galère à écrire tout ça, mais globalement, il faut juste retenir qu'une combinaison linéaire, la somme d'une combinaison linéaire et d'une combinaison linéaire, ça reste une combinaison linéaire. Ça, c'est une grosse somme finie, en fait. Donc c'est pour ça que lambda x plus y, c'est aussi un élément de C. Donc à partir de là, on aura montré que C, en fait, c'est un sous-espace vectoriel de E qui contient A. Et donc j'en déduis qu'en fait, vu que vecteur de A, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A, forcément, vecteur de A, il est inclus dans C. Donc maintenant, on va montrer que C est inclus dans vecteur de A. Donc vecteur de A, on avait dit que c'est un sous-espace vectoriel qui contient A, oui. Et donc il est stable par combinaison linéaire naturellement. Et vecteur de A, il contient toutes les combinaisons linéaires de A. Donc C est inclus dans vecteur de A. Voilà. Conclusion vecteur de A égale à C. Voilà, c'était pas très compliqué. Le plus dur, c'était ici, hein. C'est très dur à écrire proprement, en vrai. Proprement, c'est dur. En fait, c'est galère à écrire. Mais globalement, en vrai, c'est pas très intéressant. C'est pas ça qui transcende la linéaire, mais être propre sur ça, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi en fait vecteur de A, c'est la même chose que le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A. Je veux dire, l'ensemble des combinaisons linéaires de A, c'est pareil que le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A. Donc voilà. Donc après, il faut manipuler ces deux définitions, hein. Il y en a un moment, c'est le vecteur de A qui est plus pratique. Parfois, c'est les combinaisons linéaires qui est plus pratique. Ça dépend du contexte. Faut manier les deux, quoi. Et donc, on a une série de propriétés sur ce vecteur. Donc, on va se faire plaisir. Ça, c'est toujours vrai. Donc, A, c'est une partie quelconque, hein, c'est pas un sous-espace vectoriel de E. Je prends une partie A, il est toujours inclus dans son vecteur, hein. On l'avait vu brièvement dans la preuve, mais en fait, tous les éléments de A, ils sont combinaisons linéaires de eux-mêmes, en fait. On peut dire ça. Et donc, forcément, il est inclus dans A. Si A est un sous-espace vectoriel de E, alors vecteur de A est égal à A. Ça, c'est logique parce que le plus petit sous-espace vectoriel de A qui contient A, c'est A. Parce que tu ne peux pas faire un plus petit sous-espace vectoriel qui contient toi-même et qui est un sous-espace vectoriel. C'est pas logique. Donc forcément, vecteur de A égale à A. Si A est inclus dans B, alors ça préserve l'inclusion, c'est logique. Parce que toutes les combinaisons linéaires de A, si
si A il est inclus dans B, en fait, toutes les combinaisons linéaires de A, c'est forcément des combinaisons linéaires de B, parce que tous les éléments xi là, c'est des éléments de, c'est des B aussi. Donc ça préserve cette relation d'ordre, ce qui est pratique parfois. Donc si je prends A un élément de grand A et une combinaison linéaire, si grand A, je prends le petit a qui est une combinaison linéaire de A privé de lui-même. Alors vecteur de A, c'est en fait je peux vecteur de grand A, c'est vecteur de A privé de grand A. Je peux munir ou appauvrir, ça dépend de comment on le voit, un élément qui est déjà combinaison linéaire des autres éléments, privé de lui-même. En fait, on peut appauvrir une famille de vecteurs. En fait, ce sera le même espace engendré. Et si en fait j'ai un élément, par exemple le vecteur violet du début de la vidéo, il servait à rien. On avait déjà le vecteur bleu et le vecteur vert. Enfin, j'ai oublié les couleurs. Vecteur bleu et vecteur rouge, pardon. À E2, on pouvait créer tous les points. Et on pouvait recréer le vecteur violet. Donc en fait, il ne servait à rien le vecteur violet. On pouvait, le résultat du vect engendré par les deux vecteurs bleu et vert, enfin bleu et rouge, pardon, c'était le même que l'espace engendré par rouge, bleu et violet. Voilà, ça c'est très logique. Et vecteur A union B, c'est égal à vecteur de A plus vecteur de B. Ça c'est assez important aussi. Voilà, on va prouver tout ça. Les quatre premières sont pas dures, la cinquième est un peu plus dure, donc je vous ai à réfléchir. J'ai déjà donné des éléments de preuve à l'oral. Donc voilà, on me donne un cas vectoriel AB des parties non vides. Vecteur de A, c'est un SEV de E qui contient A. Donc ça veut dire que A est forcément inclus dans lui-même par définition. C'est logique. Même la définition te dit qu'on a ça, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E qui contient A. A est forcément inclus dans vecteur de A. Donc maintenant, si A est un SEV sous-espace vectoriel de E, alors comme vecteur de A, c'est le plus petit SEV qui contient A, alors il n'y a pas plus petit que lui-même qui contient A, hein. Donc vecteur de A égale à A. Ça, c'était simple. Maintenant, 3. Si A est inclus dans B, alors toutes les combinaisons linéaires de A sont aussi des combinaisons linéaires de B, donc vecteur de A est inclus dans vecteur de B. Maintenant, je prends un élément de A qui est une combinaison linéaire de A privé de A. A privé de petit a. Bon, j'aurais pas dû l'appeler A. Petit a, j'ai un peu déconné, c'est pas grave. Déjà, A privé de petit a, c'est inclus dans grand A. Donc, par 3, en fait, j'ai ça. Donc, vecteur A privé de A est inclus dans vecteur de A. Maintenant, comme A est une combinaison linéaire d'éléments de A privé de A, on a dit que A, il appartient à un vecteur de A privé de A. Et donc, ça veut dire que euh, vecteur de A privé de A, il est inclus. En fait, tous les autres éléments de A, il y a A, en fait. Là, il y a juste A en plus, en fait. Vu qu'il n'y a que A en plus, et que A, il appartient déjà ici, en fait, ils sont égaux, en fait. Et vecteur de A, pardon, il est inclus dans vecteur de A privé de A. Parce que le seul élément de la famille qui diffère, en fait, il est déjà dans vecteur de A privé de A. En fait, vecteur de A, il est forcément inclus dans vecteur A privé de A, d'où l'égalité. Donc ça, c'était pour les quatre premières. Maintenant, la cinquième, elle est un peu plus ardue. Donc on prend E1, K1, nanana, toujours la même chose. Il y a une partie qui se fait bien, l'autre un peu. Faut voir faut avoir la vision. Donc soit X dans un élément de vecteur de A plus vecteur de B. Donc X, il s'écrit XA plus XB, où XA et XB sont des combinaisons linéaires d'éléments de A et de B. Or, pardon. Donc XA plus XB, c'est une combinaison linéaire de A union B. Parce qu'en fait, tous les éléments de XA, c'est un élément du vecteur de A, et XB, c'est un élément du vecteur de B. Donc en fait, ils sont dans le vecteur de A union B, simplement. Parce que A, c'est un élément de A union B, B, c'est un élément de A union B aussi. Donc en fait, ça, c'est une combinaison linéaire de A union B. Donc X appartient à vecteur de A union B, d'où cette inclusion-là. Ça, c'est toujours vrai. Maintenant, on va faire la réciproque. Donc je prends X, un élément du vecteur de A union B. Donc il existe des scalaires lambda, lambda, nanana, ou donc là, j'ai indexé par n, hein, je ne me suis pas fait chier avec les J. Donc lambda 1, lambda 1, lambda n et des vecteurs x1, xn dans A union B. Ça, c'est des éléments de K si vous préférez. Donc x il s'écrit comme une conjugation linéaire des lambda i xi. Ok, donc c'est la somme des lambda i xi pour i allant de 1 à n. Donc on va séparer cette somme en fonction des éléments
en fonction de si A ou B, si xi il est dans A ou dans B. Si xi il est dans A, alors on a cette somme-là. Donc lambda i xi pour xi dans A et lambda i xi pour xi dans B. En fait, et d'ailleurs, si le problème dans ça, c'est que j'écrivais un peu n'importe. Parce que si je me suis relu, là je me relis, mais si xi il est dans l'intersection, qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû préciser A privé de B comme A, xi appartient à A privé de B. Là, comme ça, ça serait une partition plus claire. Mais c'est ça l'idée, grosso modo. Vous séparez la somme en fonction des éléments de xi. Euh, des- du coup, ce serait inclus dans vecteur de A privé de B plus vecteur de B. Et en fait, ça serait égal avec, ce sera aussi inclus dans vecteur de A union B, dans vecteur de A plus vecteur de B. Dans tous les cas, on arrive au même point. C'est juste pas propre ici. Ouais, c'est pas propre, mais c'est pas grave. Donc, vecteur de A union B, c'est inclus dans vecteur A plus vecteur de B, ce qui conclut, évidemment. Cette preuve, elle se fait aussi dans le cas où on a plusieurs. Elle généralise cette propriété. Si on a plusieurs unions, alors ce sera la somme des vectes. Je ne l'ai pas fait ici, mais on le fera peut-être plus tard. Voilà. Maintenant, on va définir ce que c'est une famille génératrice. Oui, c'est tout. Voilà. Donc, soit I, un ensemble d'indices, on note F, une famille de vecteurs de E, qui est un cas espace vectoriel. Donc, si vecteur de F est égal à E, on dira que F est une famille génératrice de E ou que F engendre E. Les deux se disent. Voilà. Donc, la famille, je vais donner quelques petits exemples. Dans une prochaine vidéo, on va apprendre à montrer comment on montre qu'on a une famille génératrice. Ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui, on fera ça après. Ne vous inquiétez pas. On fera pareil pour les familles libres, hein. On fera tout d'un coup, comme ça, c'est vite réglé cette question-là. La famille composée du vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ça génère R3. Ça génère l'espace R3. En fait, tout élément de R3 se décompose comme une composition linéaire de ces trois éléments-là. Donc, pareil, pour la famille des polynômes à coefficient réel, la famille 1, grand X, X carré, XN, une infinité de monômes. Donc ça va générer l'espace des polynômes. Par contre, la famille composée uniquement du vecteur 1, 0 ne génère pas R2. Parce que 0, 1, j'aurais beau regarder tous les multiples, toutes les combinaisons linéaires, mais aussi, mais tous les multiples de 1, 0, ce sera lambda 0. En fait, je pourrais jamais, ici, le 0, ici, me gêne trop, et je pourrais jamais avoir un 1 à gauche, en fait. Et c'est pour ça que je pourrais jamais générer, en fait, c'est une droite vectorielle, et donc je pourrais jamais générer R2. Le plan, il faut au minima 2 vecteurs pour pouvoir le générer, non collinaire, évidemment. Donc voilà, ça, c'était pour les familles génératrices. Et donc, globalement, c'est ça, une autre définition un peu analogue, c'est juste qu'on va détailler ce que c'est. Ça veut dire quoi, vecteur de f égale à E. C'est la même chose, hein. On donne toujours les mêmes notations. On dit que la famille xi est génératrice de E si pour tout élément de E, il existe un J incluant i fini, tel que x s'écrit comme une combinaison linéaire des xj, en fait. Combinaison linéaire de cette famille-là. Avec lambda j, parce que cette famille, en fait, elle peut être infinie, hein. Donc, lambda j, c'est une famille de scalaires de E. Voilà. Ça, c'est la même chose, hein, évidemment. Donc, une première façon donnée par cette définition-là, c'est qu'on prend un élément quelconque de notre espace R2, on prend un élément quelconque de R2, et on va montrer qu'il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de notre famille. Et à partir de là, généralement, ça part on aura un système à résoudre, et on résout ce système, et on montre qu'on a toujours une solution. Et donc, à partir de là, on a montré que notre famille est génératrice. Bon, on va faire ça plus en détail après, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est une première méthode. Une méthode, c'est pas la plus optimale parce que c'est un peu long, mais c'est une méthode quand même qui fonctionne. Et donc voilà, ça va conclure cette vidéo sur les familles génératrices et sur la notion de vect, hein. On a beaucoup travaillé sur le vect. Voilà. On va maintenant travailler sur les familles libres. Donc, si je regarde cette famille-là, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 5, 6, ça génère R3.
Donc on l'a pas montré, mais on le montrera un autre jour, hein. Ça génère tout l'espace R3, mais en fait, il y a un vecteur inutile. Le quatrième vecteur ici, il sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends le vecteur de tout ça, en fait, le vecteur de ces trois-là me suffisent à créer celui-là. On avait dit qu'on pouvait appauvrir un vecteur qui est déjà combinaison linéaire d'un autre. Et donc cette famille-là, en fait, elle est génératrice, mais en fait, à cause de ce vecteur-là, je perds l'unicité d'écriture. Parce que 1, 5, 6, je peux l'écrire de deux façons. Je peux l'écrire évidemment comme 1 fois lui-même, mais je peux l'écrire comme 1 fois lui, 5 fois lui, 6 fois lui. Et j'additionne les trois vecteurs-là. Et donc j'ai deux façons d'écrire le vecteur 1, 5, 6. Et donc à partir de là, nous, en mathématiques, on n'aime pas perdre la notion d'unicité. Donc pour avoir une certaine unicité d'écriture euh, d'un vecteur par notre combinaison linéaire de la famille, on aimerait bien avoir une propriété ou une définition qui nous donnerait l'unicité. C'est de ça, c'est vraiment la notion de famille libre qui formalise tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir.